certains diapos qui sont répétés, parce que mon collègue avant, il a présenté certains diapos. Avant de commencer, j'ai dit quand ce sera mieux d'insister sur les complications de l'obésité, en particulier sur les complications cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronaire, l'AVC, les complications respiratoires qu'on vient de parler, syndrome d'apnée du sommeil, syndrome d'obésité pour ventilation, l'asthme, le cancer, sans oublier les complications métaboliques, diabète, dyslipidémie, l'atteinte hépatique. Et tout ça, ça conditionne le risque de décès à court ou à moyen terme. Sans oublier l'atteinte post-articulaire et cutanée et le retentissement psychologique et social. Alors, en 2001, Dixon, il a évalué les symptômes de syndrome d'apnée du sommeil en regardant la qualité. Il a fait 130 patients, questionnaire sur la qualité du sommeil rempli avant et un an après l'intervention. Donc, et il a noté qu'il y a une amélioration des symptômes cliniques. Rachaid, en 2002, à 6 mois en post-opératoire, il a vu que l'échelle de porte améliorait d'une manière significative de 12 à 6. Benin, sur un revue sur sommeil et chirurgie bariatrique, 4 études, il a trouvé une amélioration de l'efficacité. Donc, du sommeil sur une étude, de stade de sommeil lent et profond sur 2 études, et sur le sommeil paradoxal en 3 études. Carasson, en 2000, il a fait le diagnostic d'apnée de sommeil uniquement sans enregistrement. Il n'y avait pas de, c'était l'entourage, pas d'enregistrement et amélioration du signe clinique. Donc, il a fait le groupe chirurgical, le groupe contrôle, et sur un nombre très élevé de patients. Et si on regarde pour l'hypertension artérielle, ça a amélioré de manière très significative, pour le diabète d'une manière très significative également. Pour l'apnée du sommeil, pour le groupe contrôle, il est resté quasiment pareil. Pour les groupes qui ont eu, je dirais, le diagnostic clinique de syndrome d'apnée du sommeil, il a baissé de 2/3. Alors, qui bénéficie le plus d'amélioration des symptômes? Si on regarde dans le Grunstein en 2007, dans le slip, il a divisé les patients en 4 groupes. Le groupe qui ne maigrit pas, le groupe qui ont un petit amaigrissement, le groupe qui ont 17% d'amaigrissement et le 4e groupe qui ont le plus d'amaigrissement. Et on se trouve que les groupes qui sont le plus amaigris, ils ont plus de chances que leur syndrome d'apnée du sommeil soit disparu. Là, ça a été dit avant, la méta-analyse de Greenberg en 2009 sur une dizaine d'études où il y avait un syndrome d'apnée du sommeil, il y avait une obésité de 55, l'EMC à 55, qui est passée en post chirurgical à 37, et on a regardé les apnées qui étaient quasiment 54 ou 55, qui passent à 15. Donc il y a une efficacité inconstatable sur l'apnée du sommeil. Ça rapproche, il a fait un revue générale, c'était très long pour sur 4 études, ça c'était en 2013. La majorité des gens qui étaient opérés, c'était des femmes. L'âge moyen, c'était entre 40 et 45 ans. L'indice masse corporelle, il était entre 46 et 51. Il a mentionné qu'est-ce qu'il a trouvé comme syndrome d'apnée du sommeil. Donc, dans l'étude la plus élevée, il y avait 39%. L'étude le moins nombreuse, il y avait 18%. En sachant le diagnostic moins 15, il n'était pas pris en charge. Et là, ils ont noté le type de chirurgie, donc le bypass en particulier, et le dernier, c'était les études. Et là, on trouve un suivi entre 1 an et demi et quasiment 3 ans, qu'il y a une amélioration des symptômes ou guérison
dans la première étude à 79%, le dernier, il était quasiment à 100%. Donc quand on a 4 malades sur 5 qui bénéficient d'une guérison, en sachant qu'il reste un malade qui n'a pas guéri. Alors, perte de poids et PVC. Donc là, on rentre dans les malades qui sont appareillés. Donc Dixon en 2005, sur 23 malades, il a pu désappareiller quasiment 75%. Simard, il a arrêté 86% de donc 25 malades sur 29. Ça, c'était en 2004. Et là, c'est sur une petite, étude de 8 sujets. À 2 ans, il y en a 4 malades, on a pu arrêter la PVC. Alors, avant et après les paramètres cliniques, avant et après la chirurgie, avec mesure de polysomnographie. Là, on va voir que c'était 101 malades avant la chirurgie, l'indice masse corporelle après. Leur saturation, la saturation, ça a été mesuré chez 54 personnes avant l'opération, il y avait 77, donc il était très bas, mais on améliore à 86%. L'efficacité du sommeil était à 75, ça améliore à 87%. L'arrivée de sommeil paradoxal chez 32 malades qui a été mesuré, qui était quasiment à 3 heures, donc c'est très 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 long, et on diminue à 2 heures, donc c'est pas significatif. Par contre, les malades qui étaient sous PVC, qui avaient 83 malades, on est allé à 31 malades. Les malades qu'on n'a pas désappareillés, quand on a pu baisser la pression de 11 à 7. Par contre, les malades qui étaient au BIPAP, probablement c'est les gens qui ont un syndrome d'obésité pour ventilation, il y avait plus de patients et qui confirment qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, l'effet de la chirurgie bariatrique, ça a été aussi étudié pour les phases de sommeil d'une manière beaucoup plus détaillée. Et là, on a un petit peu de surprise. Ça améliore, si vous regardez avant et après, donc c'est des malades qui sont très obèses, ils perdent pas mal de poids. Leur score de porte, ça s'améliore sans doute de 15 à 10. Le temps latent de sommeil, ça ne s'améliore pas. L'efficacité du sommeil de 92 à 83%, donc c'est pas beaucoup. L'endormissement, ça arrive avant à 31 minutes, après la chirurgie à 34, donc c'est pas bon. Et les stages, donc les phases de sommeil, 1, 2, et 3, 4, quasiment, elles nous ont pas modifié. Donc, la chirurgie bariatrique, elle n'améliore pas probablement la qualité du sommeil. Par contre, si on regarde sur la saturation, et aujourd'hui on prend de moins de 90%, là, il est significatif, ça passe de 14 à 11. Et les navires de 67 à 84, comme on a parlé avant. L'indice apnée-hypopnée, il passe de 47 à 24. Donc c'est significatif. Et en plus, comme on l'a dit avant, les gens qui ont besoin d'un corps de traitement, les pressions, ça diminue de 3 points. Alors, en sachant, ça c'est pour compléter les théories dans son exposé, il y a les malades selon qu'ils ont la sévérité de l'apnée de sommeil. Plus qu'il est sévère, ça c'est post-opératoire, si vous voulez. Donc ça c'est le nombre avant l'opération. Les malades qui ont 30 apnées, ils probablement les trouvent à 10 ou 15 apnées, ou guéris. Par contre, le malade qui a beaucoup d'apnées, donc il a une apnée du sommeil très sévère, par le nombre d'apnées, il revient à 30 ou 40, donc il reste sévère. Donc la sévérité calculée par l'indice apnée-hypopnée avant l'opération, ça joue beaucoup, ça nous donne un petit peu à qui va un jour contrôler l'appareillage par la suite. Est-ce que en 2012, jusqu'à 2012, on posait la question est-ce que les diététiques ça suffit? C'est-à-dire les gens qui ne veulent pas la chirurgie.
Donc c'est une comparaison des effets de la chirurgie bariatrique par anneau et la prise en charge conventionnelle sur 60 patients obèses diagnostiqués SAES. C'était une étude randomisée avec un indice de masse corporelle entre vraiment 35 et 55 et on a évalué à 2 ans. Alors ça c'est les caractères des malades de chirurgie et ça qui était, je dirais, conventionnel. Ici on regarde le début, donc là c'est les facteurs de comorbidité pour arriver à notre événement respiratoire. Donc là c'était à 41 et là c'était 38, donc c'était quelque chose à égalité. Là, tous les facteurs métaboliques qui étaient ajoutés avec. Et on a regardé, est-ce que vraiment on améliore quelque chose? Là, on passe des apnées jusqu'à... Le poids, il passe de 146 kilos. Voilà, pardon. Le poids à la base, 134, 126. Donc, et là, on passe à 107 kilos. Donc, il y a une baisse de 27 kilos. Là, on passe à moins de 5 kilos. Donc, c'est pas significatif. L'apnée, l'indice d'apnée-hypopnée, il passe de 35, moins de 25. Et là, ça passe de 43, moins 14. Donc, à vrai dire, la diminution des apnées-hypopnées, pas significative à 100%. Alors, l'effet à long terme de la chirurgie bariatrique, qui a été mentionné avant, ça, la personne qu'on ne perd pas, donc si on fait un régime, malheureusement, il perd, il reprend, il reste quasiment dans le même état, 15 ans après. Selon la chirurgie, le bypass ou le sleeve ou l'anneau, il faut noter qu'au bout d'un an, effectivement, on perd beaucoup de poids, on stabilise jusqu'à 2 ans, et après, il y a un effet rebond jusqu'à 7 ou 8 ans. Et après, effectivement, il y a une stabilité de poids. Pour ça, on dit, les malades qu'on fait le diagnostic d'apnée de sommeil et on le voit à 1 an ou à 2, et ils n'ont plus d'apnée de sommeil, il faut continuer à les voir, à les surveiller, parce qu'il y a une petite prise de poids qui peut faire, je dirais, aggraver leur symptôme d'apnée de sommeil qui était bien. Donc, comme je vous ai expliqué, l'effet rebond, la stabilité à 5 ans et après, ça continue. Stabilité de poids et la chirurgie, on sait qu'il y a un certain facteur prédictif qui sont attention à la condition alimentaire, ça dit gens qui vont prendre des poids après, la consommation d'alcool, et surtout, ça a été signalé par Apodon en 2010, que la sensation de mauvaise qualité de vie avant l'intervention, c'est-à-dire vraiment le malade, il faut qu'il soit bien préparé pour la chirurgie, sinon il y a un échec de chirurgie par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Que la chirurgie bariatrique, sans doute, est très importante pour la prise en charge des malades obèses qui ont le syndrome d'apnée du sommeil. Les techniques qui sont devenues tellement faciles qu'on peut le proposer assez facilement à tout le monde. L'efficacité sur le poids et les comorbidités est constatable et on observe plus souvent une amélioration qu'une guérison complète du syndrome d'apnée du sommeil. Un contrôle d'indice apnée-hypopnée indispensable avant toute interruption de traitement et l'amélioration même partielle permet parfois de modifier le traitement de fond. Le suivi prolongé est nécessaire afin de maintenir le bénéfice à long terme. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'au travers de cet après-midi, on a eu un aperçu très large sur la chirurgie bariatrique et les conséquences respiratoires. Est-ce qu'il y a des questions à poser sur les 2 présentations? Oui, Michel? Ils sont passés par c'est une question pour monsieur. Non, attendez, parce que sinon après les autres n'ont pas comprendre. Ah oui, c'est ça déjà. Merci d'exposer, donc c'est une question pour monsieur. Dans le micro, comme au karaoké, voilà.
Merci. Voilà, une question pour le premier orateur. Donc, concernant la spirographie de l'obèse, j'ai bien compris le syndrome restrictif qui se peut dépendre du volume de réserve expiratoire, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, lorsque je vois des patients en préopératoire d'une chirurgie bariatrique, des obèses importants, je trouve la plupart du temps une spirographie normale, pourquoi j'ai parfois des obèses sévères avec une EFR normale, à l'inverse des obèses modérées avec une EFR perturbée. En d'autres termes, est-ce que vous pouvez me dire donc, la fréquence du syndrome restrictif chez l'obèse et quel type d'obésité prédispose au syndrome restrictif? Alors la réponse va être une question. Est-ce que vous faites une spirométrie seulement en débit volume? Complète? D'accord. Parce que là, vous le repérerez, si vous allez chercher le volume de réserve expiratoire, si vous le regardez, vous allez le trouver bouger. Il n'y a pas de raison. Ensuite, la vraie restriction, donc restriction telle qu'on l'entend comme dans une fibrose, il y a très peu. Je vous l'ai dit, la capacité pulmonaire totale, elle varie très peu sur de très gros obèses. C'est la distribution des volumes à l'intérieur qui est la plus importante. Et c'est vrai qu'on la regarde peut-être pas assez. Regardez maintenant la distribution de vos volumes. Le volume de réserve expiratoire, c'est le plus important. Et vous allez voir cette distribution des volumes qui va varier. Vous n'êtes pas d'accord avec moi sur le fait qu'on voit parfois des syndromes restrictifs importants avec des obèses peu sévères et que l'inverse est Il y a leur scène, oui, dans la salle. Oui, vous voulez dire qu'on trouve souvent des obèses, très gros obèses, qui n'ont pas encore d'altération fonctionnelle respiratoire. Et l'inverse aussi, oui. Alors, là, je pense que ça doit jouer mécaniquement plus sur le diaphragme, qui peut encore bouger ou pas bouger. Je ne vois pas d'autre explication. Puisqu'en fait, il n'y a pas d'altération parenchymateuse. Donc l'altération, ça va être la mécanique ventilatoire, là où ça bouge, où ça peut moins bouger. Et qu'est-ce qui bouge? C'est le diaphragme. Si l'effet d'errance de saut n'arrive pas à se faire, il est probable que vous auriez à ce moment-là une grosse restriction, plus facile à voir. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Peut-être que je n'ai pas assez d'explications, mais je ne vois pas d'autres explications. En tout cas, ce qui va troubler le cas au plan fonctionnel, c'est quand on a un gros BPCO, pique-wick, et qui est en même temps obstructif. Alors là, oui, là, et c'est vrai que c'est ça, c'est ce qu'on appelle des faux restrictifs, parce qu'on va se retrouver avec un volume de réserve, un volume résiduel élevé, et on trouve une restriction relative. C'est une restriction parce qu'il y a un volume résiduel élevé, c'est tout. Une question? Si j'arrive à bien marcher. Je voulais savoir le réentraînement respiratoire, si vous aviez des arguments pour le faire en préopératoire. Ça semble intéressant, ça semble pertinent. Qui veut répondre? Je vais répondre un petit peu l'expérience. Il est vrai que par rapport à tous ces problèmes de chirurgie thoracique, on a un remarquable chirurgien thoracique dans la clinique où je travaille, on fait beaucoup de préparation préopératoire de toute la chirurgie thoracique, y compris la chirurgie de l'obésité. Et c'est vrai que c'est là où on a le moins de problème. Ça paraît logique par rapport à ces télectasies des bases qu'on a vues. Si on a reventilé ça en amont et en aval, on prend moins de risques pour la suite. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça, c'est une expérience, je n'ai pas de données personnelles, mais c'est l'expérience du quotidien. Moi, nous, on n'hésite pas. On n'hésite pas. Oui, Et- derrière d'abord. Oui. On fait Est-ce qu'il y a surtout, on fait le travail diaphragmatique en particulier. Réentraînement à l'effort, on fait ça dans le centre de travail. Par contre, on fait beaucoup de kiné pour le travail diaphragmatique. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des études médicales qui montrent un groupe qui est bien engagé, avec IMC aux alentours de 35, entre 35 et 40, qui suivent un programme sportif intense, au moins 5 heures par semaine, sur un an? Est-ce que ça existe? Parce que nous, on a une association de marcheurs, une association de danseurs. Je peux vous assurer que la fonction respiratoire s'est améliorée de façon considérable et l'apnée de sommeil s'est améliorée de façon considérable. Et ça vaut le coup certainement qu'on puisse être engagé sur une véritable modification de notre hygiène de vie. Ça vaut le coup certainement d'éviter beaucoup de complications. Tout à fait logique, mais la condition, ça maintient à long terme. Oui, mais il faut associer le plaisir. Le plaisir, c'est la danse. Je vous assure que c'est vrai ce que je dis. Essayez de danser. Surtout la salsa. Non, mais entre autres, je vous assure, c'est vrai. Quand on associe la danse, on associe la marche avec un programme bien suivi. Moi, je cite, si Mme Rayesson
elle voudrait bien, elle connaît bien la situation en Guadeloupe, qu'on puisse confirmer cela par une étude, polygraphie avant, fonction respiratoire avant, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, qu'est-ce qui fait la modification véritable d'hygiène de vie. Je peux vous assurer, c'est formidable. Non, oui, tout à fait d'accord. Tout ce qui relève de l'effort, alors pour le coup, il y a des études qui l'ont remarquablement prouvé, c'est le meilleur des anti-inflammatoires. Point. Donc là, c'est répondre, mais ça c'est pas notre domaine, les remarquables médecins du sport en particulier à Rennes, les cardiologues qui font ça, quand on regarde tous les marqueurs biologiques de l'inflammation, ils baissent régulièrement avec tout ce qui est relatif à l'effort et au métabolisme de l'effort. Mais en tant que physiologie, ça me permet de faire une petite remarque sur le repos. Partout, il y a marqué exploration fonctionnelle de repos. Mais est-ce que vous pouvez me définir ce que c'est que le repos? Il n'existe pas. Quand vous êtes assis sur votre chaise, vous n'êtes pas au repos en tant que tel. Et le sommeil, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est un effort à charge nulle. Voilà ce qu'on pourrait dire. Le repos est un effort à charge nulle. Parce que comment définir le repos? Parce que dès que je vais bouger un petit peu, je fais déjà un effort. C'est très difficile de donner une norme. Je crois que ça fait 2 réponses. Je vous remercie de votre topo qui est plein d'historique et plein de physiologie aussi. Donc, on a tendance à voir, pour la chirurgie bariatrique, de plus en plus de jeunes qui sont moins de 30 ans. Et ces jeunes-là, effectivement, ils sont obèses. Et c'est par le volume résiduel expiratoire qu'on doit voir ça. Est-ce qu'ils présentent un syndrome d'apnée du sommeil léger à modéré? Est-ce que ces patients, on peut les ventiler pour éviter les atelectasies avant la chirurgie et même après la chirurgie? Ou est-ce qu'on propose la danse comme elle a dit? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Dans mon expérience personnelle, j'ai remarqué que l'âge est un facteur de risque très important. Il y a de plus en plus des patients, surtout des patients âgés, quand je dis âgés, c'est à partir de 60 ans, qui se font opérer, mais avec un excès de poids très important au départ, c'est-à-dire IMC 50, 55 ou plus. C'est vrai qu'il y a une amélioration au niveau de l'index de l'apnée de sommeil, au niveau de la vie de tous les jours, mais ces patients, ils ont toujours besoin d'être ventilés la nuit parce que s'ils présentent avant 80, par exemple, apnée par le sommeil, il va baisser à 60, il va baisser à 50, donc on ne peut pas arrêter la machine. Tout à fait, mais je crois que les choses sont très claires. Le syndrome d'apnée du sommeil n'a pas pour cause physiologique l'obésité, c'est un facteur complémentaire. L'altération du réflexe d'ouverture du pharynx n'a rien à voir avec l'obésité en tant que telle. Donc c'est complémentaire. On ne peut pas demander à la chirurgie avec une baisse de 20 ou 30 plusieurs kilos de diminuer, d'améliorer ce réflexe d'ouverture du pharynx. C'est complètement... Simplement la seule différence, c'est ce que j'appelle dans mon périgord natal le syndrome du canard gras. Comme ça les gens se rendent compte de ce que c'est. Et quand ils prennent de la graisse, ils en prennent ici d'abord et avant tout. Et donc quand vous prenez un joli canard bien gras, vous avez plein de graisse dans le cou. Les franges graisseuses qui sont au niveau du cou, c'est la seule chose qui puisse faire varier la donne. C'est-à-dire s'il y a moins de franges graisseuses ici, le collapsus des voies aériennes supérieures va être moins facile, puisque les berges seront moins proches. C'est tout. Quand vous avez la pression négative qui aspire, la pompe aspirante qui aspire l'air, à ce moment-là, il y aura moins de facilité au collapsus. C'est la seule chose où ça intervienne. Parce qu'à un certain degré d'obésité, il y a certainement une déformation définitive des organes de voie respiratoire supérieure qui ne vont pas s'améliorer vraiment après la chirurgie. Je pense qu'il y a quand même, au vu de ce qui a été dit là, enfin, à moins que moi, c'est pas une littérature que j'ai suivie, mais globalement, on n'a pas l'impression, finalement, il y a encore des questions qui sont en suspens. C'est-à-dire que vous avez bien montré tous les deux, et on l'a vu au travers des topos, on avait des comparaisons avec des sujets contrôle, des sujets qui avaient soit pas de traitement, soit une chirurgie. En réalité, on n'a pas la question des réponses aux questions sur les profils de patients. Parce qu'en réalité, on veut vouloir dire aux chiffres ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire qu'actuellement, sur un groupe de patients, en moyenne, on a une diminution de l'index d'apnée-hypopnée. Mais en fait, on aimerait bien savoir quels sont les patients qui ont une disparition complète des apnées, quels sont les patients pour lesquels finalement ça diminue un peu et quels sont les patients pour lesquels ça ne change pas. Et à travers ce que vous avez montré là, en réalité, il n'y a aucune analyse en cluster des facteurs prédictifs des profils de patients, parce qu'on voit bien que tous ces patients, et c'est ce qui traduit toutes les interrogations qui ont été soulignées, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on a des profils patients qu'on ne retrouve pas forcément dans ces études. Voilà, tous les profils, c'était étudié, c'est un âge moyen de 40 à 45 ans, donc ça exclut effectivement le profil de patient qui le présente Dr Arabe, qui dit plus de 50 ou 55 ans. La seule chose qui a été montrée,
plus qu'il y a l'indice d'apnée-hypopnée élevé, moins qu'on a de chances que le malade est guéri. Ça diminue le nombre d'apnée-hypopnée, mais ça reste dans la sévérité. Et les articles que j'ai lus, on ne désapparaît pas un patient, sauf s'il a moins de 15 apnées. C'est vraiment... Il nous manque des facteurs prédictifs, en fait. On a que ça comme l'indice apnée-hypopnée. Ils ont regardé sur la forme de l'obésité et effectivement, ça joue pas beaucoup non plus. Justement, je saute sur ça en disant quelle est ton expérience? Dans ton expérience, à partir de quel moment tu dis on va contrôler, en postopératoire, pardon, on va contrôler la polygraphie? Et deuxième chose, quand tu arrêtes la PPC, combien de temps après, combien de jours après, tu vas faire ta polygraphie? Je veux avoir ton expérience parce que chacun, je crois qu'il fait quelque chose de différent. Si on regarde les études sur la baisse de poids des patients, à 1 an, c'est formidable. À 2 ans, ça stabilise. Et effectivement, toutes les équipes disent à 2 ans, il faut faire une polygraphie. Alors, on demande aux patients qui arrêtent 1 semaine, à 15 jours, et on fait une polygraphie. S'il a toujours plus de 15 apnées, on continue la surveillance. Mais ça sera après annuel. En sachant, si on regarde, tous ils prennent un petit peu de poids. Ce n'est pas un échec de traitement. Vraiment, c'est un effet rebond de la chirurgie. Et après, au bout de 7-8 ans, ça stabilise. Ces patients, on le suit après 1 fois par an. Il n'y a pas de règle. On le voit pour savoir ils ont pris du poids, ils n'ont pas pris du poids. Ils continuent leur traitement de DBC ou pas. Mais après 8 ans, normalement, qui a plus d'apnée, qui a été désappareillé déjà, je pense qu'il n'aura plus besoin d'appareillage parce qu'il continue à stabiliser son poids. On va diminuer un petit peu. On a un petit peu la pression des patients quand ils se font opérer. Même au bout de 3-4 mois déjà, ils ont dans la tête que cette intervention a résolu le problème. Et donc, immédiatement, au bout de 2, 3, 4 mois, ils sont assez sous pression. Ils nous mettent sous pression pour qu'on leur enlève l'appareil. À vrai dire, on appareille beaucoup de patients qui sont asymptomatiques. Parce qu'on a un indice apnée-hypopnée élevé, effectivement, c'est des malades. Ils ont un seul but, être opérés. On dit on ne va pas les opérer si on ne fait pas la chirurgie. S'ils ne sont pas appareillés, ils sont appareillés contre cœur, entre guillemets. Ils vont suivre 3-4 mois, ils vont vers 10 à 15 kilos, et après ils viennent aller pour enlever la machine. Effectivement. Mais les malades qu'on a comorbidité multiple et qui effectivement il est somnolent, il va trouver que le traitement est efficace, et je pense qu'il ne vient pas demander tout de suite de faire quelque chose. On sait le mauvais observance de ce traitement, c'est les gens qui sont asymptomatiques au début. J'ai juste une petite question, elle est d'ordre physiopathologique et ponctuée. J'ai été très intrigué par une des slides que tu as montré, et qui montrait d'ailleurs de façon hyper objective le défaut d'efficacité en matière. Le défaut d'efficacité en matière d'optimisation des capacités de récupération nocturne après une chirurgie bariatrique. Ma question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait une action par le biais d'un certain degré de dysfonction diaphragmatique dans les situations de neuropathie carentielle, justement en conséquence de la chirurgie bariatrique? Ça va très loin, mais je pense qu'effectivement, la plupart des études donnent que la polygraphie. Moi, je ne fais jamais de polygraphie, je fais que du sommeil complet, polyhypnographie. Je ne dis pas polysomnographie parce que c'est du latin ou du grec, ça ne me plaît pas, donc je dis polyhypnographie. Bon, ça c'est une parenthèse. Il est évident que le problème important, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est où sont les micro-éveils. C'est la seule donnée importante. Les petites variations du stade 2, 3, 4, peu importe où ils sont, c'est pas très important. À la rigueur, le moment de l'endormissement, s'il est un peu trop décalé, retard de phase ou pas, je veux bien. Mais après, la vraie amélioration du sommeil, est-ce qu'il y a encore des micro-éveils? Et là, il n'y a que la polyhypnographie qui peut le donner. C'est le seul critère objectif. Et après, moi, il n'y a pas un seul patient en sommeil qui ne fasse pas un agenda du sommeil. Avant et après. C'est impossible de faire ce travail-là sans chronobiologie affichée.
ils disent ça ne va pas être juste. Ils sont leur propre cause d'erreur. Donc ça ne pose pas de problème par rapport à ça. On aura un avant et un après. Et en général, du point de vue technique, je prends le même cahier qui fait 2 mois. Première ligne, au-dessus de la ligne, on a le premier mois. Dessous, ils écrivent en rouge pour faire leur propre comparateur. Et à ce moment-là, on a une auto-comparaison qui est un auto-traitement qui est extrêmement efficace. Parce que les micro-éveils, c'est bien beau, mais ça sera qu'une seule nuit, on peut avoir un effet clinique, etc. Mais sur 1 mois, sur 2 mois, on va voir arriver des décalages de phase parce qu'il y a eu un enfant à la maison, parce qu'il y a eu un chat qui est sauté sur le piano, et tout ça, on ne peut pas le savoir autrement que par l'agenda du sommeil. On va mettre un bracelet électronique à chaque patient. On est passé par la cour de justice internationale. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à peu près à cette question à peu près? Alors, j'ai vu une question. Merci, parce que tout à l'heure, tu as évoqué le canard obèse de Joly. J'espère qu'avec les humains, on dit la même chose, Joly obèse. Par contre, moi, j'ai une question pratique. On a dit, et ce sont souvent asymptomatiques les patients, mais tu as un peu répondu à la question en disant je fais que de la polysomno. Mais les gens qui font que de la polygraphie et qui ont des index entre 15 et 30, il y a un problème pratique de la prise en charge. Je sais qu'on peut toujours convaincre un médecin, renseigne, mais normalement, on n'a pas les appareils. Et donc, là, il se pose un problème pratique, comment convaincre quand même la Sécu d'une prise en charge en vue d'une chirurgie bariatrique. Ils sont souvent asymptomatiques, tu l'as dit, ces patients. Ils viennent pour demander une chirurgie, ils n'ont pas de problème de sommeil, et tu découvres 16, 17, 18, 20. Comment vous faites? Actuellement, il faut faire une polysomnographie. Oui, c'est faux. Si on fait pas, je suis désolé, la caisse accorde. Non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. La caisse On va accorde. parler tous en Dans même ce temps, on va laisser cadre-là, répondre. accorde. On n'a pas besoin. Elle accorde. Allô? Voilà. Non, alors je reviens parce que mon collègue avant, il a montré les patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, qui vont subir une chirurgie bariatrique ou chirurgie en général, ils ont plus de complications post-opératoires, quelle que soit la chirurgie. Donc, c'est les malades, il faut confirmer qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil par micro-éveil, s'il y en a plus de 10 micro-éveils, et il faut leur proposer les traitements, absolument. Après, comme je dis, le suivi ou l'absorbance, c'est une autre manière, mais si on ne les traite pas, on expose le malade à pas mal de facteurs de risque, je dirais surtout cardiovasculaires, en post-opératoire immédiat. Voilà. Il y a 2 questions dans le fond. Oui. Le rapport entre perte pondérale en pourcentage et l'amélioration de l'index. De mémoire, j'avais 30% de perte pondérale, vous pouvez améliorer 10% de l'index. Est-ce que vous avez d'autres éléments ou pas? Parce que si le malade était très haut, on voit bien que la perte pondérale n'a pas changé l'histoire de la maladie, que le malade continuera à baisser. On se dit que l'obésité est simplement un facteur de la maladie. Est-ce que vous avez d'autres chiffres, d'autres éléments selon votre expérience? Tu parles de la corrélation entre la baisse progressive de l'index de Max et l'index d'apnée. Voilà. Moi, je peux d'autres données. Non. Oui, on reste sur cette idée-là. Oui, vas-y. Tout dernière chose, il faut insister un peu plus sur la polysomnographie. Je ne vois pas comment on pouvait se sortir de l'interrogation des apnéiques traitées obèses sans polysomnographie. C'est impossible. Il faut être très clair là-dessus. Vous les laissez, ceux qui ont entre 5 et, enfin 10 et 15 ou 20 apnées par heure, vous les laissez dans la nature et vous ne vous en occupez plus, alors que vous savez qu'il y a une pathologie importante. Je crois que vraiment il faut être très clair, c'est pas possible de ne pas recourir à la polysomnographie, il faut la faire. Si vous n'arrivez pas à la faire vous-même, vous la faites faire par quelqu'un d'autre. Vraiment, je le dis avec d'autant plus de facilité que pendant très longtemps, pendant 25 ans, j'ai fait des polysomnographies ambulatoires et en hospitalisation. Et puis, la dernière chose, je crois qu'on a parlé, je voulais juste intervenir sur la restriction de l'obésité. Qu'est-ce que c'est qu'une UFR normale? Je crois que quand on a une UFR qui est à 85%, on peut la considérer comme normale, alors elle est pathologique. Si votre patient est à 130%, je donne un exemple au début, donc la normalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande question des normes en physiologie. Tu as entièrement raison. Le problème de la physiologie, c'est que quand quelqu'un est à 2 écarts types au-dessus de la valeur attendue, tu ne vas pas lui couper la tête parce qu'il est plus grand que les autres. Alors, c'est pour ça que, et là c'est le physiologiste qui parle, il est indispensable de faire, quelle que soit l'exploration fonctionnelle qu'on fasse, un test de bronchodilatation pour voir jusqu'où il peut bronchodilater, même si on ne se pose aucune question. Parce que sa norme est peut-être justement à 130%.
Et que quand il a 100%, il a 30% au-dessus de sa valeur attendue. C'est le coût du bon élève. Le bon élève, il vaudrait 25 sur 20 en osmologie, mais comme on s'accorde de dire on s'arrête à 20, là-bas, on lui met que 20. Et par rapport à une copie qui vaut 10, il vaut peut-être 30 sur 20. En physiologie, on ne peut pas se permettre. Donc je pense que la clé, pour savoir où on est du point de vue de la normalité de l'individu, ma norme à moi, c'est moi. C'est comme mon identité, c'est moi. Ma carte d'identité, c'est un papier, vous voyez, c'est la même réflexion. Donc, toute exploration fonctionnelle doit se terminer par une bronchodilatation, une mesure pour savoir en poste quelle est la valeur du gars, où c'est qu'il en est. Alors, une dernière question, il y avait... Tout le monde sait que ça... Écoutez, je suis désolée, le débat est passionnant, mais il faut quand même qu'on fonctionne un peu dans l'ordre. Voilà. Juste, s'il vous plaît, il y a un collègue qui est là, voilà, donc même s'il vous donne les micros, vous attendez que je vous dise pour parler. Merci. Je reviens juste pour les patients qui sont asymptomatiques dans la journée. Là, si vous ne les appariez pas, vous n'avez réglé que la moitié du problème, parce que le problème le plus important, se passe la nuit. Le risque cardiovasculaire se passe la nuit. C'est vrai que les apnées ne sont pas assez longues, il n'y a pas assez de chute de taux d'oxygène, mais les complications cardiovasculaires ne sont pas moins importantes que chez quelqu'un qui fait 30 ou 40 ou 50 apnées et il est asymptomatique. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un examen qui s'appelle polysomnographie nocturne qui peut passer l'index de l'apnée par la polygraphie nocturne de 20 à 40 ou à 50. Faites attention à ça. Je réponds tout simplement, on a dit on ne parle pas, on a dit on les appareils, même s'ils sont asymptomatiques. Donc la question ne se pose pas. Les malades qui sont moins de 15, effectivement, on ne les touche pas. Le professeur Daguerre, il a une attitude d'appareiller les malades à partir de 20 apnées, hypopnées. Nous, on ne le fait pas. Ces malades, quand ils sont plus de 15 apnées, même s'ils sont asymptomatiques, ils vont subir une polysomnographie. Donc la polygraphie, on le fait parce qu'il y a tellement de demandes et ça fait comme un examen de dépistage de test. Donc, avec le questionnement. Les malades qui sont moins de 15, effectivement, on ne fait pas plus. Les malades qui ont plus, même s'ils sont asymptomatiques, on est obligé de faire une polysémie. Très bien. Alors, dernière question. Juste pour revenir sur les normes de l'EFR, vous corrigerez. Je ne suis pas certain qu'il faille parler de normes, plutôt de valeurs attendues, parce que les ABAC, ce sont des ABAC qui ont été faites, vous corrigerez peut-être dans les années 60, sur une population européenne. Donc c'est des valeurs plus ou moins attendues que des normes. Donc plutôt de parler de normes, plutôt de valeurs attendues. Vous corrigerez en tant que physiologiste. J'aurais voulu parler de valeurs attendues. Mais à ce moment-là, ça me fait débarquer sur le langage de la médecine dite prédictive, qui ne peut s'appeler que prévisionnelle. Il n'y a qu'un prophète qui peut être prédictif. Donc on ne peut être que prévisionnel. D'ailleurs, la météorologie est toujours prévisionniste. Donc on ne peut que prévoir, on ne peut pas écrire l'histoire et donc la lire avec des mots avant qu'elle soit écrite par le temps. Donc effectivement, vous avez entièrement raison, il faut parler de physiologie normative au sens de la prédiction de l'équation de référence. Vous abordez dans ce cas le problème majeur de comment établir les normes de pays à pays. Et c'est vrai que les normes que l'on a établies avec Coignet, Candia-Coignet, en fait c'est une sommation de l'ensemble des normes, de toutes les équations qui existaient, une espèce de méta-analyse équationnelle pour donner une valeur à peu près correcte. La population a grandi et progressivement, la seule solution serait de faire par laboratoire et par groupe local une norme, entre guillemets, une valeur des équations référentielles pour les populations du coin. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça qu'à titre personnel, lorsque vous faites votre patient, c'est lui sa propre norme. Je suis ce que je suis, avant de penser. Donc, à ce moment-là, quand vous l'avez pour la première fois, vous lui faites son petit bêta de mimétique, vous voyez quel est son maximum, et c'est à peu près sa norme. Et sur 2, 3 fois, 4 fois, on sait quelle est sa norme à lui. Parce que c'est lui qui est sa propre norme. Je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Je ne sais pas, à Dijon, ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Parce que les équations référentielles, moi j'ai participé à celle d'Afrique. Alors celle d'Afrique se pose un problème, parce qu'effectivement, ce que j'ai eu comme syndicat vraisemblable de femmes de ministres qui allaient à l'hôpital américain de Paris, ça faisait plus chic, et qui revenaient avec une corticothérapie parce qu'elle avait moins de 30% pour fibrose.
Sauf que les normes qu'ils avaient employées, effectivement, étaient extrêmement trop élevées pour la population africaine, qui, à taille égale, va avoir des hanches à peu près à 3-4 cm au-dessus, donc le thorax est plus petit. Ça ne veut pas dire que le rendement sera plus faible, on voit les grands athlètes, mais la ventilation de base sera en volume plus faible, c'est tout. Très bien, merci beaucoup. Donc on va arrêter là cette session. Merci à tous.